Bonjour, je m'appelle Maxime Muscat, j'ai 37 ans. Et il y a 10 ans, on m'a invité pour la première fois à participer à un TEDx. Et après avoir lu le mail, j'ai pas hésité une seule seconde avant de refuser l'invitation. Et je voudrais commencer en vous lisant ce mail que j'ai retrouvé, parce que dedans, il y a une petite présentation de moi qui est encore à propos, donc comme ça vous permettra d'en apprendre un peu plus sur moi. C'est parti. Bon, je fais juste la présentation. Votre audace qui fait l'unicité de votre parcours nous inspire. En effet, le thème de cette édition est au-delà du possible. Et cette idée, vous la portez sans aucun doute au cours de votre carrière. Depuis 2009, vous vous êtes imposé d'abord sur le net, puis à la télévision comme humoriste, acteur et podcasteur. Vous faites partie d'une nouvelle génération d'humoristes qui n'a pas attendu qu'on lui offre la chance de briller, mais qui s'est lancé à sa propre initiative sur les réseaux sociaux et s'est fait connaître. Vous faites un comique burlesque qui s'adapte à tous les publics, vous vous lancez des défis déroutants, repoussez sans cesse les limites de vos sketchs, c'est votre passion et rien ne vous dissuadera de la suivre. Alors, c'est assez stylé comme invitation et le truc c'est que j'ai décliné cette proposition et j'ai même fait pire, j'ai même pas réussi à répondre au mail. Parce que il y a 10 ans, au moment où je reçois ce message, ma vie était en train de s'effondrer. Je venais de faire un burn-out, j'étais au tout début d'une dépression qui a duré plusieurs années, et cette situation a amené à la séparation d'une histoire d'amour qui a duré 6 ans. Donc à ce moment-là, tous mes projets de l'audace, là, je les regrettais tous un par un. J'avais qu'une idée, c'était de retourner en arrière, faire d'autres choix. Mais c'était pas possible, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai refusé le TEDx, parce que je pense qu'il aurait une sacrée gueule. À ce moment-là, j'avais plus d'estime de moi, plus de confiance en moi. Donc, plutôt que d'aller faire le TEDx, je suis allé faire les Therapix. Ma slide préférée. Donc à 27 ans, je fais ma première thérapie, donc je vais voir une psy, classico. À ce moment-là, je vais faire une thérapie. Je découvre plein de choses sur la vie, plein de choses sur moi, et j'ai ma première prise de conscience sur la communication à ce moment-là. Et c'est ça que je vais vous raconter, les prises de conscience que j'ai eues qui m'ont permis d'évoluer. La première prise de conscience, donc, j'ai compris que ce qu'il y avait dans ma tête, ce qui était évident dans ma tête, ne l'était pas forcément dans celle des autres et qu'il fallait vraiment exprimer mieux les choses que ce que je faisais jusqu'à présent. Et quand je découvre ça, donc à 27 ans c'est un peu tard, mais ça a été une révolution dans ma vie. Je me suis dit, wow, mais si j'avais compris ça plus tôt, ça m'aurait évité quelques petites embrouilles, mais c'est trop tard. Donc j'ai continué d'avancer. Cette thérapie elle m'a fait beaucoup de bien. Ça n'a pas été miraculeux d'un coup, donc j'ai continué de faire d'autres trucs pour avancer. Il y a un autre type de thérapie qui m'a fait énormément de bien, que j'adore partager, c'est de voyager tout seul. Mon premier voyage tout seul au Vietnam, ça m'a changé la vie, parce que ça m'a permis je me suis forcé un peu à m'ouvrir aux autres, et ça m'a fait beaucoup de bien, donc j'ai fait pas mal de voyages, et il y en a un autre qui est devenu hyper important dans ma vie, qui était celui où j'ai fait une retraite un peu chelou, dans la nature, en mode, on coupe les téléphones, on reste en communauté avec 30 personnes pendant 10-15 jours, à discuter entre nous et à faire de l'introspection. Et donc ce voyage a vraiment été marquant. C'est là où j'ai eu ma deuxième prise de conscience sur la communication. Pendant une des activités qu'on faisait, qui était, tous les matins, on faisait un talking circle, un cercle de parole. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est on se met en rond et chaque personne partage des trucs au groupe avec un bâton de parole. Et donc, moi, j'avais jamais fait ça et la première fois que je le fais, donc j'ai été en panique parce que c'est la seule fois que j'avais réussi à parler des trucs qui étaient un peu nuls dans ma tête, c'était à ma psy. Là, je devais le faire devant 30 inconnus, en anglais en plus, donc c'était un peu stressant. Je voyais le bâton de parole arriver, j'étais en mode qu'est-ce que je vais dire, je sais pas quoi dire et tout. Et le bâton de parole arrive dans ma main. Le bâton de parole arrive dans ma main. Et là, je commence à parler sans réfléchir. Et j'explique que ma vie a explosé, que j'ai perdu quelqu'un dans ma vie et que j'avais du mal à l'accepter. Que pendant des années, ma vie elle avançait simplement, que j'étais quelqu'un de joyeux et que depuis un moment,
j'étais devenu quelqu'un de triste et que je savais pas quoi faire pour aller mieux et avancer, quoi. Et c'était pas mon mood à l'époque, mais justement, au moment où j'arrive à dire ça, ça allait déjà un peu mieux parce que j'avais arrêté de cacher la personne que j'étais vraiment, quoi. Et tous les échanges que j'ai eus après avec tous les gens pendant ce voyage, ça a été des échanges plus intéressants et plus profonds. Et donc ce truc m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a beaucoup marqué. Et donc cette activité de cercle de parole, ça m'a rappelé des scènes de films qu'il y a dans genre les réunions des alcooliques anonymes, où chaque personne partage des trucs sur soi en groupe et c'est censé faire du bien, quoi. Et donc ça me rappelait ça, et je dis que ça me rappelle des scènes de films parce que moi je suis jamais allé aux alcooliques anonymes parce que j'étais alcoolique mais j'étais pas trop anonyme, donc j'ai jamais osé y aller en fait. Et parce que pendant mes années sombres, j'ai commencé à avoir des problèmes d'alcool, j'ai identifié que j'étais addict et j'ai eu des périodes un peu critiques où je sentais qu'aller là-bas ça aurait pu me faire du bien, mais j'avais un problème avec le regard des autres, j'avais la notoriété, donc ce truc, il était pas trop fait pour moi, quoi. Donc c'est sans doute pour ça que je me suis retrouvé dans une retraite de hippie dans la forêt avec des Anglais, parce que c'était ma seule solution à l'époque, quoi. Ouais, je regrette pas d'avoir fait ça parce que ça m'a permis d'avancer, d'aller mieux jusqu'au moment où j'allais suffisamment bien pour me dire que c'était le moment d'arrêter l'alcool, quoi. Et donc c'était à 33 ans, j'ai décidé d'arrêter l'alcool. Au début, je me suis dit je vais faire 1 an, parce que arrêter définitivement à l'époque c'était trop l'inconnu pour moi. Donc je me suis dit je vais tester 1 an, faire tous les trucs de la vie, essayer de passer une bonne année, faire un bilan à la fin et de voir si la vie peut être cool comme ça, quoi. Donc je fais ça à 33 ans et il se passe un truc un peu magique. Au bout d'un moment, je découvre que mon moral il devient beaucoup plus stable, en fait, et que j'arrive à faire les trucs que je faisais avant tout en passant des moments cool, quoi. Donc je vais à mon premier festival en étant sobre l'été, quoi. Et d'habitude quand je vais à un festival, j'arrive, je prends une bière, je vais écouter des concerts, et là j'ai découvert quelque chose de tout nouveau pour moi que je ne connaissais pas. J'arrive au festival et je vais à un talk. Parce qu'il y a parfois des conférences aussi dans les festivals. Et donc, je vais à mon premier talk. Et donc là, c'était donc, Wheel of Green. Et sur scène, il y a donc 2 journalistes, Paloma Moritz, Salomé Saké, et une activiste écologiste, Camille Etienne. Et ce sont des personnes qui ont un talent d'éloquence incroyable. Et à chaque fois que... C'est le genre de personne, à chaque fois qu'elles parlent, elles me marquent. Parce que déjà, elles m'apprennent des choses, elles vulgarisent trop bien quand elles parlent, et aussi ça me met une sorte de complexe d'infériorité, parce que je me dis, waouh, mais comment elles font pour parler aussi bien, qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour que les mots ils s'enchaînent et ils arrivent à dire des trucs aussi intelligents, j'aimerais bien parler comme ça. Et après, j'essaie de me calmer en me disant que c'est pas bien de se comparer, et qu'en plus, clairement, j'ai pas eu du tout les mêmes outils à la base dans la vie que ces personnes. Par exemple, Camille Etienne, récemment, elle a repris ses études à l'université Oxford, alors que moi, Oxford, c'est le pub dans le Vieux-Nice où j'allais me cramer les neurones quand j'étais étudiant, au lieu de lire des bouquins, quoi. Donc clairement, voilà, on n'avait pas les mêmes armes, quoi. Et c'est en faisant ce parallèle que je me suis dit « Eureka !» Parce que, effectivement, je pourrais jamais participer... La photo, elle reste là en plus, ouais. Effectivement, ouais. Je pourrais jamais participer à un débat sur l'économie, l'écologie, la géopolitique. J'y capte rien, quoi. Mais s'il y a bien un sujet sur lequel je suis censé avoir une meilleure expertise que ces gros cerveaux-là, c'est l'alcool. Donc, du coup, à la fin de mon année, mon défi d'1 an, quand j'ai senti que j'allais suffisamment bien, que j'étais très prêt à repartager un truc sur Internet, je me suis dit, il faut absolument que je traite ce sujet. Et j'ai écrit cette vidéo, je l'ai partagée le jour de mes 1 an sans alcool. Et voilà, cette vidéo a fait basculer ma vie parce que elle a aidé pas mal de gens. Et j'ai continué ma vie quand même. J'ai continué à faire les trucs que je faisais avant. Je suis retourné en festival, je suis retourné à un talk, mais cette fois-ci, c'était moi qui étais sur scène pour le talk. J'étais devenu l'expert de mon sujet. Et à ce moment-là, je disais pas encore que j'étais expert parce que, enfin bon,
je le dis toujours pas, mais bon, bref, il y a eu quand même un truc qui m'a fait prendre conscience que j'étais pas allé au bout du délire, parce qu'après le talk, il y a eu un échange avec le public, et il y a une personne dans le public qui me fait une remarque sur ma vidéo. Il me dit que pour lui, il manquait les moments où c'était dur, les moments où on perd le contrôle et on ne sait pas quoi faire pour s'en sortir. Et quand il me dit ça, je sais exactement de quoi il me parle, et j'avais fait exprès de ne pas en parler dans ma vidéo parce que c'était trop dur pour moi à l'époque. Mais c'est là que j'ai compris que j'étais pas allé au bout de ma démarche et que si je voulais aider ce gars-là, il fallait que j'en dise plus, et j'avais encore plus à dire, quoi. Et si ça m'a autant marqué, c'est que le mec en question, il avait une pinte à la main, on était dimanche, il était 15h, c'était le seul mec ivre face à moi, quoi, et il avait l'âge d'être père, et que moi je sais ce que c'est que d'avoir un père qui sent l'alcool quand il rentre à la maison. Donc quand on m'a proposé d'écrire un livre, j'ai accepté directement en me disant que potentiellement je pouvais aider ce gars-là, quoi. Donc le livre s'appelle « Je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser ». Il vient de sortir pour Dry January, et dedans je raconte que mon père m'a traumatisé quand j'étais petit, parce que quand il buvait trop, il se mettait énormément en colère, que ça m'a traumatisé, qu'on se voit quasiment plus à cause de ça, quoi. Je raconte les moments où j'ai arrêté de boire pour faire la fête et que j'ai commencé à boire pour oublier les soucis. Et je raconte la raison qui m'a le plus motivé à arrêter l'alcool définitivement. C'était que j'avais peur de devenir mon père. Et donc ça, ces trucs-là, j'arrivais pas à les dire aussi clairement dans mon premier témoignage en vidéo. Et ce qui me fait marrer dans le processus, c'est que quand ces trucs que j'arrivais pas à dire, je les ai d'abord écrits pour le livre. Après, ces trucs que j'arrivais pas à dire, j'ai dû les lire parce qu'on m'a demandé de faire la version audiobook de mon livre. Donc tous ces passages, j'ai dû les lire dans un micro. J'ai lu mon texte et là, j'avais encore l'émotion et tout. Et là, le fait d'arriver à vous en parler ce soir, plutôt tranquillement, je sens que je suis allé un peu plus loin dans mon process et que ce livre est devenu ma dernière thérapie, quoi. Et il y a une dernière chose que je voudrais vous partager. C'est un message que j'ai reçu parce que du coup ma vidéo elle est sortie, mon premier témoignage est sorti il y a 3 ans, et depuis il y a des gens que ça a touché, qui ont avancé, qui sont venus avec moi dans le monde d'après, et elle a eu un impact incroyable. Et il y a un commentaire qui m'a beaucoup touché, qui résume un peu tout ça, et je voudrais vous le lire. Hello Maxime, juste un petit mot pour te dire que grâce à ta vidéo, j'ai arrêté l'alcool il y a 1 an et demi. J'étais pas alcoolique, mais je buvais trop. C'était plus un plaisir, mais un fardeau. J'y ai jamais retouché. Depuis, ça a complètement changé ma vie. Je me suis marié et je vais bientôt être papa. Merci pour tout. Et ouais, je trouve ça assez fou. Et en fait, ouais, en revoyant ce message, ça m'a fait penser qu'il y a un autre truc que j'ai pas réussi à dire pendant un moment et que je vais être capable de vous dire aujourd'hui, c'est que je suis de nouveau fier de moi. Et c'est pour ça que quand on m'a invité il y a 10 jours à venir vous parler pour ce TEDx, j'ai pas hésité une seule seconde avant d'accepter l'invitation. Voilà. Merci de m'avoir écouté.